commencer sur les chapeaux de roue, comme on dit, puisqu'on va parler de l'accélération. Ça n'est pas une redondance, c'est une expression qui est utilisée de nos jours pour parler de notre monde contemporain. Et donc, j'ai choisi de travailler à partir d'un auteur que je couplerai aussi à deux autres, plus allusivement, mais pour les faire découvrir aussi, parce qu'ils ne sont pas très très connus. Donc, le premier, c'est Paul Virilio, vous l'avez vu, l'auteur qui figure dans le titre de la conférence annoncée. Et puis, il y en a deux autres que j'évoquerai en creux et sur lesquels on pourra éventuellement rebondir ensemble lorsqu'on sera dans la partie de dialogue après cette conférence, qui sont Hartmut Rosa et Byung-Chul Han. Alors, c'est des noms un peu à coucher dehors, parce qu'il y en a un qui est coréen, Byung-Chul Han, et l'autre allemand, Hartmut Rosa. Je vous ai apporté des livres pour que vous voyez sur quoi j'ai bâti ma conférence, comme ça vous pourrez prendre des références et peut-être travailler ces livres chez vous. Et je vous annonce tout de suite qu'en fait ce texte que je vais vous lire et dire, c'est un texte que j'ai entièrement rédigé, donc je vous l'enverrai, comme ça vous pourrez le relire chez vous tranquillement. Je pense que c'est plus agréable que de prendre des notes à l'arrache, comme ça, en ayant l'impression qu'on perd des choses. Et donc comme ça vous pourrez le méditer si il vous plaît. Voilà. Alors, une petite introduction. Il y a un petit vieux dans mon quartier que je croise souvent, et qui est professeur d'histoire à la retraite. Et je le croise souvent à la boulangerie de mon quartier, qui fait aussi un peu salon de thé, donc on se retrouve. Et il est venu me saluer ce mardi matin. Pourquoi? Parce que ce mardi matin, je ne travaillais pas, j'étais en arrêt maladie, parce que ma toubib m'a dit « Tu es en train d'être en surchauffe, ma chérie, et là, tu vas virer au burn-out. Hein. » Et je me suis arrêtée pendant une semaine. Donc, vous voyez, je renais devant vous de ma fatigue chronique. Et j'ai corrigé des copies quand même. C'est obligatoire, ça. Avec un air de chien battu, j'imagine. Il est venu vers moi et il m'a dit il y a un sac de la pharmacie devant vous, vous êtes malade, mademoiselle Léonore? J'ai dit bah oui, je suis en surmenage. Je suis peut-être en train de préparer un burn-out. Il faut que je m'arrête, j'ai trop de choses à faire. Et j'ai pas assez de temps pour les faire. Voilà. Et j'ai le cerveau en surchauffe qui se met jamais sur off. Alors on a discuté un petit peu et puis au bout d'un moment il m'a lancé. Le monde va trop vite, ma petite dame. Alors j'ai décidé que ce serait le titre de ma conférence finalement. Le monde va trop vite, ma petite dame. Voilà, j'ai quand même pris un coup de vieux parce que ma petite dame, on m'avait jamais appelé comme ça. Hein. Bon. Alors en effet, dans ce monde qui va trop vite, eh bien, vous m'offrez un temps de parole. Je vous en remercie. Alors, on avait annoncé 45 minutes, ce sera plutôt 1 heure, d'après ce que j'ai vu que je tenais. Donc, vous m'excusez pour ce léger dépassement. Mais je crois que j'ai le temps, parce que je suis la seule à passer ce matin, donc je vais en profiter un petit peu. Alors, avoir beaucoup de choses à dire, et un temps imparti pour le dire. Voilà, hein, on est tout de suite dans cette malédiction du temps qui n'est pas suffisant pour dire tout ce qu'on a à dire. Alors je vais essayer de parler à un rythme normal, c'est vrai que j'en parlais avec Cricri hier, j'ai un débit rapide, donc je vais essayer de ralentir un peu pour cette conférence. Si jamais vous avez l'impression que je vais trop vite, ça c'est mon habitude, hein, je vais toujours trop vite, vous me le dites, un temps mort, on ralentit, on prend son temps. Alors voilà, la crise de la Covid que nous venons de vivre, que nous vivons encore, a entraîné plusieurs choses. L'arrêt du trafic aérien. Nous avons peu pris nos véhicules, nous devions rester chez nous, marcher 1 heure près de chez nous, et cela nous a conduit à un ralentissement étonnant, un ralentissement forcé. La pollution, on le sait, a momentanément reculé. Pensez à ces photos satellites hallucinantes où on voyait Wuhan quelques semaines avant sous une chape de plomb, et là le ciel dégagé, pareil pour Rome, pareil pour Paris. Nos rythmes de vie ont changé, de travail ont changé. Alors pas forcément dans le sens d'un ralentissement, parce que lorsqu'il fallait faire l'école à nos enfants tout en travaillant à la maison, c'était un peu compliqué. La consommation a chuté également, c'est-à-dire que ce temps qui d'habitude fuit à toute vitesse est devenu consistant. Et ça faisait très longtemps que nous n'avions pas éprouvé cette dimension consistante du temps. Alors je parle bien sûr du temps vécu, hein, non du temps des horloges, du temps mesurable, de ce temps qui exerce une pression intime sur nous, qui nous met la pression.
et que le philosophe Hartmut Rosa, comme une rose avec à la fin, appelle l'accélération sociale. C'est un phénomène social que cette accélération. Alors vous le voyez, il a suffi d'un grand volontarisme international pour nous faire ralentir. Lorsque tous les dirigeants de tous les pays ont dit « on ne peut pas faire autrement que confiner », eh bien, nous avons été conduits à cette transformation de nos vies et nous avons, pour la première fois depuis très très longtemps, ralenti nos vies. Ce qui nous indique une chose, c'est que finalement notre manière de vivre le temps n'est pas seulement subjective, individuelle, elle est sociale, elle est même politisée. C'est-à-dire qu'il y a un fond d'idéologie derrière cette manière de vivre le temps. Le temps n'est pas neutre, il est politisé. Il encadre nos vies, il règle nos vies. Et depuis les Lumières, depuis le siècle dit des Lumières, eh bien nous vivons avec une certaine idée, voire une idéologie, qui consiste à dire que ce gain de temps, que les progrès techniques nous permettent de faire, puisque nous gagnons du temps grâce aux techniques, devrait nous libérer. Voilà l'idéologie latente dans la philosophie des Lumières. Plus on progresse, plus l'humanité se libère. Ça n'est pas faux. Nous travaillons moins de temps que nos aïeux, peut-être grâce aux machines précisément. Nous vivons plus longtemps que grâce au progrès de la médecine. Nous vivons dans un confort plus grand. Nous allons plus loin dans le monde, nous pouvons voyager facilement. Mais à présent, voilà la question qu'on peut poser. Ce temps de l'accélération est-il toujours libérateur? Le projet des Lumières n'est-il pas en train de prendre un coup dans l'aile dans la mesure où nous ne sommes plus libérés par les progrès que nous faisons? Ce temps, en effet, est-ce qu'on peut le contester? Est-ce qu'on peut le freiner? Est-ce qu'on peut le transgresser? Difficile à dire. Je vais travailler sur 3 auteurs, je vous l'ai dit, dont un en particulier, qui ont tous un point en commun. C'est leur extrême pessimisme en la matière. Pourquoi? Parce que pour eux, nous ne pourrons pas apporter de remède miracle à cette nouvelle forme d'aliénation, de perte de liberté, qui est due à l'accélération sociale. Alors ces 3 auteurs, je vous les ai évoqués, Hartmut Rosa, le coréen Byung-Chul Han, H-A-N, mais j'ai eu envie de travailler sur un Français qui s'appelle Paul Virilio, qui a ce mérite, à mon avis, d'avoir anticipé à peu près de 40 ans tout ce que ces 2 autres, l'allemand et le coréen, produisent en ce moment, en termes de thèse. Alors bien sûr que Rosa et Han actualisent le propos, le modernisent, font avec les dernières technologies. Mais il me semble que Virilio a ce pouvoir, en quelque sorte, d'anticipation. Il a vraiment un don quasi prophétique pour parler de la société telle que nous la vivons. Alors je commencerai par un premier paragraphe que j'ai intitulé « La prise de conscience enfantine » pour vous montrer comment Virilio accède petit à petit à cette thèse qui va être la thèse de l'accélération du monde et de ses effets. Alors enfant, Paul Virilio a assisté à la destruction par bombardement de sa ville de Nantes en 1943. Un peu plus tôt avait eu lieu la Blitzkrieg, la guerre éclair, qui était extrêmement rapide, qui avait contourné la ligne Maginot, et avait surpris tout le monde, en usant notamment de nouveaux moyens de locomotion, comme des chars plus rapides, et puis un peu plus tard, l'aviation. L'aviation a lancé des bombes destructrices, et face aux Allemands, les Anglais ont usé de la même rapidité en travaillant sur leur aviation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces bâtiments, qui étaient le quotidien de Paul Virilio, sont tombés comme des châteaux de cartes en quelques secondes autour de lui. Pourtant, qu'est-ce que c'est un bâtiment? Un bâtiment, c'est ce qui est lentement bâti, ce qui a besoin de fondations solides. Et ces bâtis avaient parfois plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et tout cela a été détruit en quelques secondes, en quelques instants. Ça l'interpelle. Quelques années après la guerre, il fait tout un travail sur les bunkers le long de l'Atlantique. Ça donnera lieu à un ouvrage de sa part. Et ce bunker, qui a résisté au temps, miraculeusement, qui ne s'est pas, lui, effondré, eh bien, ça l'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a des structures résistantes aux attaques
des sortes de cocons protecteurs qui résistent donc au temps aussi et qui s'appellent les bunkers. Virilio est d'abord un architecte. Il n'est pas philosophe de formation. Et donc, en tant qu'architecte, le béton armé qui permet la fabrication de ces bunkers sur le mur de l'Atlantique lui semble une matière tout à fait intéressante pour résister au flux permanent et à l'accélération et bien sûr à la violence destructrice qui est liée à cette accélération des chars ou des avions. Bien sûr que cette solidité est toute relative. Vous savez que même un bunker, ça se détruit, ou petit à petit ça tombe dans l'océan, et ça sera ravagé aussi. Hein, cette matière-là n'est pas éternelle. Mais dans un monde où règne la destruction rapide, cette structure va l'intéresser en tant qu'architecte dans son travail. Alors, quelle est la conception de la vitesse qu'il nous donne? Eh bien, pour lui, la vitesse d'action, et on voit bien que c'est ce qu'il a marqué en tant qu'enfant, est une violence de destruction. Virilio aime apprendre une image que j'aimerais vous évoquer, qui est l'image d'une main. Une main, c'est ce qui peut caresser, c'est ce qui peut se tendre pour dire bonjour. Il y a de la délicatesse dans le maniement des choses. Et de formation, Paul Virilio est verrier. Il est vitrailliste. Il a créé des vitraux. Et donc, il sait tout le travail très lent, très doux, qui consiste dans le maniement de la matière en tant qu'artisan. Il connaît tout cela. Et quelle différence y a-t-il, se demande-t-il, entre une main qui caresse, qui façonne, et qui donne une petite tape amicale dans le dos, par exemple, et celle qui gifle, ou qui lance un grand coup de poing? Eh bien, la différence, c'est une différence de vitesse. C'est le même geste, mais ce geste a été accéléré. Et en tant qu'il a été accéléré, la force en a été décuplée. Il y avait de la douceur, il y a à présent de la violence. Donc ce qui interpelle, vous le voyez, Virilio, c'est la capacité de violence potentielle de la vitesse, et pas la vitesse en tant que telle. À cause de la vitesse, eh bien, nous devenons violents, nous devenons agressifs, et nous en avons les moyens, puisque nous pouvons taper avec cette même main. Il utilise une autre image qui me semble tout à fait parlante, et qui est une proposition de vous imaginer un accident de la route au ralenti. Alors c'est vrai qu'il me semble que la sécurité routière avait fait ce travail, de présenter un ralenti pour montrer le déploiement et le choc subi. Eh bien, il nous dit, lorsqu'on décompose donc les images et qu'on les ralentit, tout est doux. Mon corps, lentement, s'avance vers le volant et le pare-brise. Ma tête touche ce pare-brise, cette vitre, qui se brise en douceur, en 1000 étoiles. On pourrait y voir de la beauté, une sorte de succession de caresses. Mais à cause de cette vitesse, eh bien, il se trouve que ma tête a heurté violemment cette vitre et qu'elle est en sang. La vitesse, donc, vous le voyez, peut engendrer de la violence, mais ça n'est pas le geste en tant que tel, c'est bien cette vitesse qui augmente son pouvoir de destruction. Alors en 1977, Virilio va commencer à délaisser un peu ses purs travaux d'architecte et de vitrailliste là depuis longtemps, hein, puisque c'est vraiment sa première période qui est vitrailliste. Ensuite, il devient architecte et il va s'intéresser à la théorie de la vitesse. Il va écrire un texte très important qui s'appelle Vitesse et politique, un essai de dromologie. Il forge ce mot, dromologie, sur le grec. Dromos, c'est la course. Hein, vous connaissez l'hippodrome, hein, voilà, c'est la course de cheval. Donc la dromologie, ça va être cette science de la vitesse qui, d'après lui, manque beaucoup dans la réflexion. Alors la question que je me suis posée, et ça sera mon deuxième paragraphe, c'est pourquoi faire une philosophie de la vitesse? Qu'est-ce qui motive Virilio ici? Qu'un philosophe se penche sur cette notion présuppose qu'il va s'y pencher de manière critique. La philosophie, c'est l'esprit critique, porté à des idées reçues, qu'on n'interroge plus. Alors c'est assez singulier de s'interroger sur cette vitesse. Pourquoi? Eh bien parce que les héritiers de la philosophie sont souvent les héritiers d'une philosophie de l'être. Et qui dit philosophie de l'être présuppose une philosophie de la permanence, de ce qui dure, voire de ce qui est éternel. Alors il y a un philosophe bien sûr qui incarne tout à fait cette dimension, c'est Parménide. Parménide, auquel Platon
a accordé toute une réflexion qui s'appelle Parménide, qui est un dialogue de ce nom, est un philosophe qui dit « l'être est » et le non-être n'est pas. Et lorsqu'il dit que l'être est, de quoi parle-t-il? Eh bien, il nous dit « vous êtes face à des phénomènes changeants, vous êtes face à des réalités qui se métamorphosent et qui sont sans stabilité, ça n'est pas l'être véritable. Derrière ces changements permanents, ces métamorphoses, il y a une vérité autre qu'il faut aller chercher, c'est là la tâche du philosophe, que d'aller derrière les phénomènes, chercher une réalité qui est ailleurs, et qui sera le monde vrai, le monde réel, au-delà de ce qu'on voit. Il est donc pensé, mais pas visible, et c'est ce monde d'éternité qu'on appelle l'être avec un E majuscule, et qui donne lieu à une philosophie qu'on appelle la philosophie de l'être, l'ontologie, en grec. Et finalement, bien sûr, on comprend, hein, c'est plus rassurant. Pourquoi? Parce que c'est sur cet être solide qu'on va pouvoir fonder, qu'on va pouvoir bâtir. On sent que la philosophie est plutôt sur ce versant-là. Or, qu'est-ce que c'est que la vitesse? Nous venons de le dire, c'est ce qui détruit. Il n'y a rien à fonder sur la vitesse. Il n'y a rien à bâtir avec elle. On comprend pourquoi la philosophie s'est désintéressée longtemps de cette notion. Elle voulait bâtir sur du solide, sur de l'être. Or, Virilio, il ne cite pas Parménide, mais il ne cesse de citer Héraclite, qui est précisément, dans l'Antiquité, un philosophe qui va s'opposer à ce discours parménidien de la stabilité et nous dire « mais nous vivons dans un monde mouvant, il n'y a que cela. C'est angoissant, ça déstabilise, certes, c'est changeant. Vous avez l'impression de rien maîtriser? Vous avez raison, il n'y a rien à maîtriser, il n'y a rien de maîtrisable. » Alors on le connaît, Héraclite, pour avoir dit deux formules très célèbres, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et le fameux pantarei, en grec, tout coule, tout coule. Si on prend un fleuve, eh bien dans ce fleuve, bien sûr qu'on voit l'eau couler, on voit le changement, il est visuel, il est une évidence. La vie, métaphoriquement, ressemble à un fleuve. Mais dans un fleuve, tout coule, c'est-à-dire que même les rives, qui ont l'air d'être dotées d'une certaine stabilité, sont mouvantes. Il suffit que des alluvions se déposent pour que ce ne soit plus le même fleuve qu'hier. Il suffit qu'entre-temps, il y ait eu une tempête, que des arbres soient tombés dans ce fleuve pour qu'il soit différent d'hier. Même ce qui avait l'air stable dans ce fleuve est en réalité éphémère, impermanent, instable. Et ce n'est pas la peine d'aller en Orient pour apprendre ça. On a Héraclite en Occident pour apprendre ça. Parménide, donc, n'apparaît plus que celui qui se console de ce changement qui l'effraie, qui lui fait très peur, en produisant des idoles de stabilité. Et Héraclite se moque de cette philosophie parménidienne qui a besoin d'imaginer la stabilité parce qu'elle refuse de vivre l'instable. Alors ces idoles de la stabilité, elles seraient par exemple l'idée du Dieu éternel. Nous avons besoin de cette idée pour nous rassurer face à l'instabilité chronique du monde. Ça peut être l'idée d'âme éternelle également. Ça peut être l'état, notion politique qui en latin veut dire status, ce qui tient, ce qui est stable. Or on sait qu'un état est un colosse au pied d'argile. Alors, bien sûr que Virilio va plutôt être du côté, on le sent, de cet enseignement héraclitéen, mais il est singulier. Il est singulier parce que quand bien même Nietzsche, par exemple, est héraclitéen, eh bien, il accorde assez peu à la notion de vitesse. Alors, elle est déjà présente chez lui, mais il ne bâtit pas l'enseignement de sa philosophie autour de cette notion. Elle apparaît à l'occasion de cette philosophie. Virilio, lui, centre tout son propos autour de cette question. Alors il s'inscrit bien sûr dans un XXe siècle qui a fait du temps sa question. S'il y a bien une question philosophique par excellence au XXe siècle, c'est la question du temps. Elle est partout. Elle est déjà là chez Husserl, dans la phénoménologie, à travers l'idée de temps vécu. Elle est reprise par Bergson, avec cette distinction entre le temps objectif et le temps subjectif, celui qui est le temps objectif des horloges, des montres, et le temps subjectif du vécu. Et elle est là dans la philosophie de l'existence humaine, parce que nous, êtres humains, nous sommes pris dans le temps, et nous ne savons qu'une chose de manière assurée, c'est que nous allons mourir. C'est la finitude. Et là, c'est Être et temps de Heidegger, qui travaille sur cet être pour la mort que nous sommes, et qui est nécessairement
à penser à travers sa temporalité, parce que c'est ce qu'il caractérise en propre. Donc on voit que Virilio est bien dans son siècle, un siècle qui fait du temps sa question. Mais lui va centrer sur la vitesse, pourquoi? D'abord parce qu'il appartient plutôt à la deuxième moitié du siècle. C'est durant cette deuxième moitié que l'accélération sociale va se faire de manière fulgurante. La vitesse s'est emparée de toutes nos vies. Nous voyageons en avion, nous avons des voitures ultra rapides, nos communications sont quasi instantanées. On nous demande d'être rapide au travail. Dans nos mœurs, nous rencontrons l'amour de notre vie lors d'un speed dating, en 7 minutes. Nous avons un crush sur quelqu'un, comme une espèce de coup de foudre rapide. Et puis nous avons du stress et du burn-out au boulot. Dans la politique, on nous demande d'être réactifs sur Twitter. Il y a des exigences de rapidité parce qu'il faut des résultats dans le temps court. Et puis il faut gérer les cyberattaques qui se font là aussi dans l'instantanéité. Un pays peut être paralysé en quelques instants. Donc on ne peut plus penser le monde actuel sans une telle réflexion sur la vitesse. Ça s'impose à Virilio. Il nous faut être conscients de ce qui se joue en elle. D'où ce besoin de philosopher sur elle. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi s'y intéresser si tard? Eh bien, on va faire peut-être une petite histoire de l'accélération pour comprendre à quel moment il fallait s'emparer de cette philosophie de l'accélération. Alors, la vitesse élevée est un phénomène assez récent. On peut la dater à peu près de la première révolution industrielle, et ça n'a cessé d'accélérer jusqu'à nos jours. Mais pendant des millénaires, l'humanité s'est déplacée à la vitesse du marcheur. La course dromos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est pas en soi nouvelle. Nous marchons, nous courons à pied. Nous faisons courir nos chevaux. D'ailleurs, notre ancêtre, on l'appelait le coureur des steppes. Donc c'était celui qui courait. Rien de plus naturel que de courir, depuis toujours. Mais cette course, explique Virilio, elle reste assez lente. Elle est la course du corps. On n'est pas encore dans une instrumentalisation technique de la course. Je suis en train de courir. L'enfant court dans la cour de l'école. C'est assez rigolo de voir les petites classes. Les gamins, ils ne marchent pas, ils courent dans tous les sens. Ça n'est qu'au collège qu'ils commencent un peu à ralentir le pas, éventuellement. Donc pourquoi ils courent? Eh bien parce que la course est la chose la plus naturelle du corps, dit Virilio. La marche ne l'est pas. L'apprentissage de la marche est assez lent. Il s'agit de ralentir la spontanéité de l'enfant qui, d'emblée, court. Pensez au cheval également. Le galop est sa nature. Le trot s'apprend. C'est difficile d'apprendre le trot pour un cheval. C'est en quelque sorte un apprentissage culturel. Autrement dit, Virilio nous dit, ne fustigez pas la course, ne fustigez pas la vitesse, c'est aussi votre mode de fonctionnement naturel. C'est étonnant, cette thèse, parce que ça présuppose qu'il ne faut pas la condamner, cette vitesse, puisqu'elle fait partie aussi de notre existence. Nous pouvons courir, nous en avons les moyens, et nous le faisons assez spontanément. Notre corps est en jeu, celui des animaux, lui aussi, est travaillé par des rythmes naturels propres qui sont plutôt du côté de la course. L'homme, qui est encore dans ce rapport à la vitesse corporelle, peut marcher à côté de son cheval. Virilio insiste beaucoup sur cette espèce de synchronisation, dit-il, entre l'homme et son monde. Ils vont à peu près tous les deux à la même allure. Il y a synchronicité ou synchronisation entre moi et le monde. Donc il n'y a pas de franche rupture. Il n'y a pas de disharmonie entre l'homme marchand et son cheval qui est à côté de lui. Nous sommes des êtres qui avons des pieds. Alors ça, c'est très important pour Virilio. Il faut se rappeler que nous avons des pieds, que nous avons besoin de marcher. Mais très rapidement, eh bien, va s'opérer une désynchronisation. Parce que, on le verra, nous aurons de moins en moins besoin de nos pieds. Nous ferons autrement qu'avec nos pieds. Est-ce que l'accélération technique est absente des sociétés antiques? Passons à elle, après le rapport au corps. Non, l'accélération technique, elle est de fait
tout de suite l'un des enjeux clés des civilisations, même les plus anciennes. L'accélération n'est pas absente, par exemple, de la société grecque. On pense à la société... Excusez-moi. On pense, par exemple, à la thalassocratie, le pouvoir des mers. Lorsque les Grecs ont la maîtrise des bateaux à voile, ils gagnent en vitesse et ils savent qu'un pouvoir est en jeu dans cette thalassocratie. Chez les Romains, on trace des via romana, des voies romaines pavées, ce qui permet d'accélérer l'allure et d'utiliser le char. Dans l'Empire romain, qui s'est étendu très loin, on en trace de partout. C'est un moyen de rendre cet empire plus accessible, rapidement, mais aussi d'en maîtriser la réalité politique. Lorsque j'organise politiquement un espace, je trace des routes. Ça me permet d'imposer un pouvoir politique dans cet espace accessible. Donc vous le voyez, dès l'Antiquité, on utilise déjà l'accélération. Et Virilio y voit un des aspects fondamentaux, centraux des civilisations, puisqu'il déclare cette phrase limpide, « Une civilisation, cela accélère ». C'est la loi de toute civilisation, pas de la nôtre, de toute civilisation. Alors bien sûr, plus l'accélération se fait, plus le pouvoir s'accroît. Le pouvoir, par exemple, a longtemps été donné à des astrologues, puis un peu plus tard à des astronomes. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisaient le temps à venir. Ils interprétaient déjà le futur. Ce pouvoir a été donné aussi aux cavaliers, qui, sur leur monture, vont plus vite que les fantassins, la valetaille, les marches à pied, qui sont plus lents, donc moins puissants. Le pouvoir a été aussi donné très rapidement à ceux qu'on pourrait appeler les maîtres des mers, les grands navigateurs, ou les géographes qui, ouvrant des routes et pensant l'espace, offraient la possibilité d'accélérer là encore la course. Une voie rapide vers les Indes, par exemple. Bref, le pouvoir est à ceux qui accélèrent. Donc notez un premier point qui est important. Virilio ne critique absolument pas cette nécessaire accélération. Une civilisation, de fait, cela accélère. C'est un constat qu'il fait, sans prise de parti, sans critique aucune. Alors on avance un peu dans le temps. La révolution industrielle, la première, au XIXe siècle, révolutionne tout autant les transports que la diffusion des savoirs. Lorsque vous maîtrisez la vapeur, lorsque vous développez votre métallurgie, vous pouvez fabriquer la machine à vapeur. Et la machine à vapeur, ça permet le boom ferroviaire dans les années 1840. Et là, on trace encore des lignes plus directes, plus droites que les routes. Ça s'appelle les rails. On va également développer les transports maritimes sur les fameux bateaux à vapeur, là aussi. Et puis, on va créer des machines de presse. La diffusion du savoir est inséparable de la machine à vapeur aussi. Les machines de presse, dans les journaux, étaient à la vapeur dans un premier temps. Et comme on peut éditer avec une plus grande rapidité, eh bien on utilise maintenant ces machines tous les jours. On ne va pas pondre un mensuel ou un hebdomadaire, on va entrer dans une presse quotidienne. On peut par exemple utiliser le tract ou le pamphlet, des petits textes courts, rapides, qui vont avoir un impact dans des circonstances politiques particulières. La seconde révolution industrielle, elle apporte aux nouveaux moteurs à combustion interne des carburants nouveaux, plus performants, le charbon, le pétrole. L'électricité, bien sûr, développée durant cette période, permet des liaisons, des communications plus rapides, comme le câble, le téléx, et puis plus tard le téléphone. La troisième révolution industrielle, informatique, la nôtre, la cybernétique, permet entre autres l'automatisation des usines, des unités de production, le temps réel de la télé, alors ça intéresse beaucoup Virilio, la télétransmission, permet une transmission qui n'est plus en différé comme autrefois, mais dans le temps du direct, dans un temps d'immédiateté, celui de la vitesse bientôt de la lumière, puisque la donnée des diffusions se feront à travers les satellites de communication, puis à la vitesse de la fibre, donc on est dans un temps extrêmement rapide. Cela a forcément des effets sociaux, politiques et individuels que nous allons analyser tout à l'heure. Et on assiste ici, avec la troisième révolution industrielle, à ce qu'on a pu appeler l'accélération de l'accélération, qui est ce qui intéresse Virilio, puis un peu plus tard Hartmut Rosa, ce moment critique où ça nous dépasse complètement et où on est complètement désynchronisé. Alors d'après Virilio, tout ce travail
que nous venons d'évoquer, hein, ce transfert historique de l'art de faire la guerre. Et bien là aussi, la vitesse est d'abord l'art de faire la guerre. Les militaires sont à l'origine de ces progrès techniques de la vitesse. Les moteurs, les avions, Internet, le téléphone mobile sont d'abord initiés par le pouvoir militaire. Ce qui doit nous rappeler à l'une des thèses essentielles de Virilio. C'est que ce qui pose problème dans la vitesse, c'est sa violence, c'est son pouvoir de destruction. Donc, indirectement, c'est son pouvoir guerrier. Peut-on dire de Virilio, ça sera un nouveau paragraphe, qu'il a la haine de la vitesse? Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de Virilio, mais peu l'ont lu. Si bien que Virilio, c'est partie de ces auteurs qui sont très souvent caricaturés. Alors, on l'utilise à tout va pour défendre le slow life, hein, la vie ralentie. Pour dire que c'est un détracteur de la vitesse, c'est un condamnateur de la vitesse. Je crois que c'est un gros contresens, il suffit de le lire pour s'en apercevoir. Il a un discours très mesuré sur la vitesse, ce que je vais essayer de vous défendre dans ce paragraphe. D'abord, je pense que Virilio n'est pas un technophobe. Il est absolument fasciné par le XXe siècle dans lequel il prend vie. Il le trouve, ce siècle, extraordinaire, exaltant à plus d'un titre. Le monde contemporain est d'après lui un monde où tout est à la fois plus catastrophique et plus merveilleux. Les deux tout à la fois. Il dit, notamment dans une émission télévisée, tout va plus vite, tout est plus enrichissant et tout est plus dramatique. Et vous voyez bien ce balancement, hein, ces trois formules, tout va plus vite, le constat, tout est plus enrichissant, la positivité, tout est plus dramatique, la négativité. On est vraiment dans un discours qui balance entre les effets pervers et les effets positifs de la vitesse. Il est, je vous le disais, le premier à s'émerveiller de ce que la modernité a apporté en matière de transport, en matière de communication. Il garde même un émerveillement très enfantin. C'est quelqu'un qui a l'air d'être surpris de tout. Il a gardé ce pouvoir positif de l'enfant qui s'émerveille encore. Et lorsque, par exemple, on a bâti le premier tronçon d'autoroute, l'autoroute de l'Ouest en France, il a demandé à son ami architecte avec lequel il a beaucoup travaillé, qui est Claude Parent, d'entrer dans sa voiture. Alors Claude Parent, c'est un fou d'automobile rapide. Donc il achetait toujours le dernier modèle de voiture performante. Donc il lui dit, je veux que tu me fasses une pointe à 200 km/h. Et il s'amuse. Par contre, il est surpris. Il est surpris, pourquoi? Parce qu'il dit, en fait, j'ai pas senti que j'allais à 200 km/h. Et là, ça l'interpelle. Il se dit, le problème de la vitesse, l'un peut-être des grands pouvoirs de la vitesse, c'est qu'on la sent pas. Donc ça veut dire que si on la sent pas, elle produit un effet d'illusion. Il faudra revenir sur ce point tout à l'heure. Donc, lorsque on est à 200 km/h, il suffit d'un chouïa, hein, d'un clinamen épicurien, une petite déviation, pour qu'on soit dans le décor. Et il suffit de pas grand-chose à 200 km/h pour qu'on perde le contrôle du véhicule et pour qu'on perde la vie. Mais on est dans son véhicule, le dos plaqué au dossier, et on a le sentiment d'un relatif confort. On perd la conscience de la dangerosité de la vitesse. Voilà l'illusion, le pouvoir de la vitesse, c'est de faire oublier à quel point elle est dangereuse et destructrice. Alors, lorsque on ne sent pas cette vitesse, c'est parce qu'elle est constante. Vous êtes d'accord que si vous êtes toujours en train d'accélérer, puis de ralentir, puis de réaccélérer, moi j'ai un frère qui fait de la course de côte, qui a longtemps fait de la course de côte. Bon, dans une course de côte, il y a beaucoup de virages, puis des petites droites, et puis après on ralentit, on se prend encore une petite épingle. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est justement qu'on n'est pas à vitesse constante. Et là on sent les choses. Autant dans la vitesse de croisière on ne sent plus rien, autant dans la vitesse où il y a du contraste, du rythme, accélération, décélération, on sent tout. Et c'est pour ça qu'on est plaqué dans le dossier. Alors là, il y a le dossier qui nous protège. Et puis, on n'est pas protégé si, au contraire, on décélère et qu'on est projeté vers l'avant. Et c'est pour ça qu'on a inventé la ceinture de sécurité, elle n'est pas derrière, elle est devant, bien sûr, ou l'airbag pour nous protéger de ce mouvement en avant. Si je reprends la thématique de la vitesse de croisière, cette vitesse de croisière qu'on peut avoir dans un avion, dans un TGV, elle nous permet de faire beaucoup de choses. On va boire un thé, ça bouge presque pas dans la tasse, hein, le thé. On peut manger dans le TGV sans avoir la nausée, par exemple. On peut visionner un film. On oublie cette vitesse. Elle a le pouvoir d'illusionner le sujet, qui va se croire à l'abri, qui va se croire en paix. Autrement dit, pour problématiser un peu, on comprend que la vitesse est un pouvoir guerrier,
qui a le pouvoir d'illusionner en faisant croire qu'on est dans la paix. Et ça c'est le cœur, il me semble, de la thèse de Virilio, c'est méfiez-vous de ce qui n'a pas l'air d'être dangereux et qui l'est cependant. Alors Virilio, c'est vrai, je vous le disais, a pu être vu comme un penseur critique de la vitesse. Il l'est, indéniablement. Mais il en est surtout l'analyste neutre. Il voit le positif, le négatif. Mais pourquoi a-t-on retenu de lui plutôt cette dimension d'attaque frontale de la vitesse? Parce qu'il nous dit, nous sommes dans une culture d'idéologie des bienfaits de la vitesse et de l'accélération. Cette nuit, à un moment donné, j'ai eu un petit moment d'insomnie et je suis tombée sur une publicité dont le logo était « Never stop ». Never stop. N'arrêtons jamais. Et c'était injonctif. Donc, voilà, on ne cesse de dire, ben, voilà, tu gagnes du temps, tu en as encore gagné un petit peu, on envisage le temps comme un gain, si bien qu'on ne voit que la positivité de l'accélération qui est gain de temps. Donc pour ça, il faut contrebalancer ce discours béat d'admiration de la vitesse en montrant justement qu'elle a été survalorisée par une sorte de propagande du progrès qui a un aspect un peu positiviste étroit, un peu scientiste étroit, puisqu'on n'analyse plus la vitesse telle qu'elle est, on analyse l'admiration béate qu'on a pour elle, et c'est tout. Donc il va contrebalancer en montrant que cette propagande du progrès, elle est tout à fait discutable. C'est vrai que la vitesse est un facteur de progrès, il ne le nie pas, mais ça mène droit au crash de l'avion, au crack boursier, peut-être même, et ça c'est paradoxal aussi, à une sorte de paralysie générale. On croit aller très vite, en fait on ne change rien, on ne bouge rien, on est dans l'immobilité, donc dans l'absence de progrès, puisque vous êtes d'accord que le progrès, c'est progradus, c'est faire un pas en avant, ben là on n'en fait plus. On a juste l'illusion de progresser, mais on ne progresse plus. Alors s'il se dit l'ennemi de la vitesse, c'est en un sens très étroit, très particulier. C'est la vitesse technique, pas la vitesse du corps déjà. Et c'est la vitesse technique qui fait que nous perdons le sol, nous perdons nos pieds, nous perdons notre rapport humain à l'espace, à un réel. Il nous dit nous sommes dans un monde d'abstraction toujours plus grand. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on trace des lignes, des routes droites ou des rails, qu'est-ce qui se fait? Eh bien, on a besoin de lisser les sols. Pour augmenter la rapidité, on lisse les sols. Il ne faut pas d'obstacles. En fait, il faut de plus en plus de vide. Et on ne va pas vite sur les Via Romana parce qu'il y a des pavés, justement. On ira très très vite si on est sur des rails. Et si on perd le sol, si on quitte le sol, dans l'avion par exemple, ou dans ces bateaux qui surfent au-dessus de l'eau, et qui sont extrêmement rapides, eh bien on perdra quelque chose de notre rapport au corps, de notre être corporel. On sera dans un rapport de désynchronisation, on l'a vu, mais dans un monde de plus en plus abstrait, de plus en plus vide, de plus en plus virtuel. Vide au sens de vide de matière, vide d'obstacle, vide de réel, parce que le réel, c'est précisément l'obstacle. Alors j'aborde à présent, je vois un petit coup, les enjeux de cette rapidité. Alors j'ai décliné en deux temps les enjeux politiques, les enjeux plus sociaux ou individuels. Alors les enjeux politiques, c'est qu'avec l'accélération, tous nos cadres temporels étant modifiés, changés, c'est aussi notre manière d'agir dans le monde qui va changer. Virilio voit dans l'accélération de l'histoire une fin de la géographie, dit-il. Alors, comment le comprendre? Eh bien, au sens du mot géo. Lorsqu'on parle de géographie, on évoque la planète Terre. Lorsqu'on parle de géopolitique, géo est encore dans ce terme l'évocation de la planète Terre. Or, il se trouve que, par la vitesse des moyens de transport et de communication, par les médias instantanés, la fibre, etc., les distances terrestres sont abolies. Elles sont comme effacées. Les dimensions de la planète Terre sont réduites à quasi rien, dit-il. Il y a, je le cite, écrasement des dimensions. Par exemple, je peux être dans l'ubiquité. Je suis à Montpellier ou à Miribel-les-Échelles, dans mon sofa, en train de regarder les JO qui se passent au Japon. Je suis dans l'ubiquité, je suis au Japon et je suis à Miribel-les-Échelles en même temps. Et je suis aussi dans l'instantanéité. Parce qu'au moment où il y a une équipe française qui gagne,
Je leur envoie, sympa, un petit smiley pour les féliciter d'avoir gagné cette épreuve là-bas au Japon. Donc je suis et dans l'ubiquité et dans l'instantanéité. Si je suis partout, tout à la fois, il n'y a plus d'espace terrestre. Mais il n'y a plus aussi de déploiement temporel. C'est ce qu'il appelle donc, je vous le disais, l'écrasement des dimensions. La géopolitique, explique-t-il, qui se fait aujourd'hui, n'a pas le choix. Elle ne peut être qu'une chronopolitique. Elle ne peut plus être une géopolitique au sens traditionnel du terme. Il utilise même le néologisme dromo, hein, c'est sa thématique principale, dromopolitique, hein, une politique de la course, une politique du temps. Ça veut dire que la géopolitique aujourd'hui intègre de plus en plus le facteur temps. Alors lorsque je parle de facteur temps, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de ce travail de l'histoire ou de la géographie qui se faisait comme dans l'école des annales, sur des siècles, voire des millénaires, hein, quand Braudel fait l'histoire de la Méditerranée, on est sur un temps très long. Ça n'est même plus le temps de la géographie ou de l'histoire événementielle ou sociale qui se faisait sur des décennies, sur des années, sur des mois ou sur des jours. Non, maintenant, cette chronopolitique, cette nouvelle géopolitique travaille dans un événement qui peut être dans la minute, dans la seconde. Et il poursuit en disant, voire dans la nanoseconde, donc la seconde à la puissance -9, ou la picoseconde, -12. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse de la lumière qui se mesure en picosecondes, 3,3 picosecondes. Et comme nos informations passent par la lumière, hein, par les télécoms, eh bien c'est comme cela qu'il faut maintenant penser l'économie, l'art de la guerre ou de la finance, qui use de cette temporalité extrêmement rapide. Or cette temporalité, aucun être humain ne la sent. La picoseconde n'est pas vécue par l'être humain. On peut vivre jusqu'au 10e centième de seconde, quelque chose comme un vécu du temps. Mais la picoseconde, personne ne la vit. Ce qui lui fait dire cette phrase, les nanochronologies, donc ces temps très courts, hein, ces mesures du temps très court, les nanochronologies de l'infiniment court terme, se substituent aux classiques chronologies du moyen comme du long terme, des journées, des années, des siècles passés. Ça se trouve donc dans un ouvrage que je vous ai amené, vous pourrez les consulter tout à l'heure, Le Grand Accélérateur, tout est dit hein, dans un titre pareil. Alors c'est que la science, elle va encore plus loin, puisqu'elle va jusqu'à l'attoseconde, puissance -18, qui est le temps parcouru par la lumière à travers l'atome d'hydrogène. Et puis il y a même un temps qu'on appelle le temps de Planck, qui est le temps le plus abstrait, hein, bien sûr, qui ne se mesure même pas, et qui est le temps à la puissance -44, hein, l'unité, la plus petite unité de temps, théoriquement mesurable, parce qu'elle n'est pas mesurable effectivement. Alors comment intégrer cette dromologie à la géopolitique? Eh bien en constatant, en faisant l'analyse des changements dans les conflits. Ils sont structurés par les réseaux, par la cybernétique, par un temps extrêmement court. Les enjeux économiques, par exemple, sont temporels. Je le cite encore dans un ouvrage qui s'appelle « Le futurisme de l'instant ». Vous voyez que tous les titres hein, sont très éloquents. Il dit dans Futurisme de l'instant « Flux tendu, stop zéro, l'épuisement des ressources naturelles de la biosphère ne se mesure plus tant en quantité de réserves à préserver qu'en termes de durée, de délai imparti à toute vitalité à venir. » Dire qu'on ne dit plus il reste tant de mégatonnes de quelque chose. On dit il reste 20 ans de pétrole. Hein, on parle en temps. Voilà, c'est ça qui a changé dans notre manière d'apprécier ce rapport. Un des enjeux politiques, c'est que, dit-il, la démocratie est elle aussi en train de devenir une dromocratie. Alors pourquoi? Parce que le pouvoir des peuples, qui accèdent à ces rapides moyens de locomotion ou d'information, sont les plus puissants. Et vont se dessiner, dit-il, de nouvelles frontières entre des espaces qui sont des centres très desservis en matière de communication de transport, où vous avez des routes, des lignes de tram, de TGV, des aéroports, la 4G, la 5G. Alors là, on est puissant dans cet espace-là. Et puis des espaces peut-être plus lents, plus éloignés des centres, les montagnes par exemple, ou des lieux mal desservis, la 3G, ou des pays qui n'ont pas encore développé des infrastructures suffisantes et qui vont être à la ramasse, hein, qui vont perdre en pouvoir parce qu'ils ont perdu en rapidité dans ce monde extrêmement concurrentiel.
Cela, il me semble, s'est vérifié très concrètement lors de notre confinement. Moi, j'avais des étudiants, donc je ne pouvais communiquer avec eux qu'à travers Internet. Et bien, j'avais des étudiants qui étaient sur le Larzac, là-haut, et qui avaient de très mauvaises connexions, et qui n'ont pas eu l'enseignement que je leur préparais, alors que les jeunes qui étaient à la ville, ils ont accédé à mes cours très facilement. Donc il y a une vraie inégalité qui fait que quelque chose démocratiquement se joue. Les Grecs ont inventé la démocratie, bien sûr. Et lorsqu'ils faisaient de la démocratie, ces Grecs-là, ils utilisaient un terme très intéressant qui est le terme de kairos. Le kairos, K-A-I-R-O-S, c'est le moment opportun. On pourrait traduire par temps opportun, ou opportunité, ou moment d'action. Voilà, moment propice à l'action. Et ces Grecs disaient, ben, avant c'est trop tôt, il ne faut pas agir là. Prends ton temps, et lorsque le moment opportun il sera, par contre, il ne faut pas le rater, il ne faut pas rater le train. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Et il fallait saisir le kairos. Là on a des métaphores très proches chez Machiavel par exemple, où il compare le kairos et la fortune, et il dit c'est une femme avec des longs cheveux, il faut la prendre par la chevelure. Hein. Bon, c'est un peu macho comme métaphore, mais enfin ça évoque la saisie de l'opportunité. Ce temps des décisions était autrefois un temps d'action. Et un temps d'action, c'est un temps qui prend son temps. Or, de nos jours, il n'y a plus véritablement d'action. Il y a plutôt de la réaction. Et de la réaction qui succède à un temps de sidération. Pensez au 11 septembre, par exemple. On est sidéré, et puis après, il faut réagir. Pas agir, réagir. Virilio appelle cela la réaction interactive. Finalement, l'action historique est devenue très rare, parce qu'elle a besoin d'une temporalité adéquate, spécifique, adaptée, et ce temps-là, nous ne l'avons plus. Exemple, la lecture des textes de loi à l'Assemblée. Cette lecture des textes de loi à l'Assemblée, elle se fait maintenant après une seule lecture. On adopte très rapidement une loi, on l'examine lors d'une lecture publique. Dans son ouvrage Le Grand Accélérateur, Virilio cite Bernard Accoyer, qui était président de l'Assemblée nationale, et qui, dans un article du Monde du 11 février 2010, déclarait « Nous ne pouvons pas continuer à travailler ainsi. Pour la qualité de la loi et celle du débat démocratique, une bonne loi nécessite un temps de réflexion incompressible. » Donc vous voyez, Bernard Accoyer est en train de dire la démocratie va mal parce que tout est accéléré, nous n'avons plus le temps de considérer, de débattre correctement d'une loi. Les procédures en politique sont accélérées, et en effet, regardez, on attend que nos politiques réagissent au quart de tour. S'ils ne le font pas, on va leur reprocher leur inaction. On est en train de confondre action et réaction, bien sûr. On leur reproche leur inaction. Comment? Pas encore de vaccin, mais que faites-vous? Accélérez. Ils accélèrent, ils le font. Comment? Déjà le vaccin? Si vous vous précipitez, vous êtes condamné pour action aveugle, sans prise de recul, sans considération des effets à long terme. Mais si vous n'agissez pas assez vite, on vous reproche votre inaction. Donc là maintenant, c'est comment déjà le vaccin? Mais nous n'avons pas de recul sur le vaccin. Comment pouvons-nous le prendre? Vous voyez cette espèce de dichotomie entre deux aspirations très contradictoires. Nous voulons la rapidité, mais nous voulons aussi le temps long. Et un politicien, c'est un homme, il ne peut pas faire des miracles non plus. Alors, au niveau de la démocratie, il y a un peuple. Et il y a un peuple qui doit élire. Et ce peuple, lui aussi, est pris dans l'accélération du mouvement. C'est ce que Virilio appelle une dictature des émotions. Alors, pour comprendre l'enjeu, il faut se rappeler que nous avons en effet pour penser besoin du temps long. La pensée, c'est quelque chose qui se déploie sur le temps. Mais l'émotion, en revanche, elle est rapide. Je vais faire quelque chose de très simple. Si je tape, on réagit, on est surpris. Je ne l'ai pas fait très fort pour ne pas vous faire tous sursauter. Si je frappe un grand coup, si on a un coup de tonnerre, on va réagir. Et le temps de cette réaction, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau est court-circuité, il ne pense plus.
Lorsque nous sommes dans l'émotion, nous sommes dans quelque chose d'instantané, dans un temps très court. Le philosophe Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, dans son anthropologie d'un point de vue pragmatique, distingue la passion et l'émotion. En allemand, c'est Affekt. L'affect et la passion. Et il nous dit, la différence entre les deux, c'est le temps. C'est pas l'intensité, parce que c'est autant intense, c'est le temps. Une passion, ça prend tout le temps. D'ailleurs, quand on est passionné, on passe tout son temps à servir sa passion. Mais l'émotion, qui est en même degré d'intensité que la passion, elle est dans un temps extrêmement court, en revanche. Je le cite. L'émotion est une surprise de l'âme par la sensation, qui ôte l'empire sur soi-même. Elle est donc précipitée, c'est-à-dire qu'elle s'élève rapidement à un tel degré de sentiment que la réflexion en devient impossible. Donc ça monte très haut et on ne réfléchit pas. Alors bien sûr, on voit le lien avec notre société. On réagit, on s'indigne, mais cela retombe aussitôt. On est émotionné. Du fait des communications instantanées, cette émotion est mondiale. Elle se répercute de réseau en réseau. Les réactions sont mondiales. Une image va faire le buzz. Un tweet d'homme politique va scandaliser. Mais le lendemain, on aura tout oublié. L'un des effets délétères de cette accélération, c'est l'immobilisme, dit Virilio. Nous réagissons sur le moment présent, mais rien ne change profondément. Les mots changent. Alors, il constate que nous sommes très réactifs aux mots. Nous nous blessons, nous sommes heurtés dans notre sensibilité. Oh, il a dit ça, oh là là, oh, ça se dit pas un truc pareil. Mais cette réaction émotive aux mots ne permet pas pour autant la réflexion sur ce qui permettrait de dépasser cette pure réactivité. Autrement dit, elle cache une impuissance à affronter le réel, son hyper-rapidité bien sûr. On est pris dans l'émotion, alors on vote pour n'importe qui, ou pour n'importe quoi. Donc vous voyez cette crise de la démocratie qui est en jeu dans l'accélération. J'en arrive maintenant aux effets plutôt individuels. Alors Virilio ne centre pas trop sa réflexion sur ces aspects individuels ou sociaux. C'est pour ça que là je m'appuierai plutôt sur Hartmut Rosa et sur Byung-Chul Han, qui ont plutôt creusé ces aspects-là, individuels. Alors juste un petit développement quand même propre à Virilio, et puis ensuite on enchaînera avec les deux autres. Eh bien ce que dit Virilio est assez intéressant tout de même. Il nous dit que dans 40 ans, tout sera à demeure. Alors il dit ça dans les années 80. Il dit dans 40 ans, tout sera chez vous. Vous n'aurez plus besoin de sortir. Vous recevrez chez vous le travail, l'enseignement, les loisirs, vos divertissements. Tout se fera par les voies nouvelles de télécommunication. Autrement dit, ce monsieur, 40 ans avant tout le monde, il parle déjà de télétravail. Il parle déjà de téléconférence. Et de réception de nos moyens de nous divertir à la maison. Alors, sur la tablette, bien sûr qu'on se divertit, on joue sur les réseaux, on regarde des films, des émissions, etc., etc. Le monde, dit-il, est donc la maison. On a vu que le monde était réduit à rien, la géographie a disparu, puisque Tokyo est à portée de clic. Mais je vais rester chez moi, puisque je n'ai même pas besoin d'aller à Tokyo, il suffit que je reçoive sur Internet l'image des JO pour y être. Le monde est en quelque sorte réduit à rien, ce qui fait que l'espace de ma maison suffit, en quelque sorte, pour que j'existe dans le monde de l'hyper-accélération. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension d'anticipation de ce monsieur. Lui aussi, il va très vite. Il a déjà senti le mouvement de l'histoire. Alors, comme notre monde est réduit à rien, comme les distances s'abolissent, et que nous sommes presque, dit-il, dans un état d'incarcération, aujourd'hui on dit confinement, dans un monde trop petit pour nos aventures, eh bien, où est-ce qu'on peut aller chercher l'aventure? À la fin des années 60, on allait sur la Lune. Mais de nos jours, on va sur Mars. Ou alors sur des exoplanètes. Ils les appellent les nouvelles terres promises. Parce que sur Terre, il n'y a pas grand-chose à voir. Où on a le sentiment que la Terre est trop petite. Bon, d'ailleurs, j'ai fait 3 fois le tour du monde. Hein, c'est bon, j'ai vu la Terre. J'ai plus besoin. Alors, je l'ai faite, c'est vrai, en
en 20 heures, parce que je me suis arrêtée à Tokyo, puis après je suis allée à Los Angeles, puis après je suis revenue en Europe. Mais j'ai fait le tour du monde. Il comprend que, par-delà les exoplanètes Mars, il y a un nouveau territoire que nous sommes en train de conquérir. Ce nouveau territoire, c'est, dit-il, le 6e continent, l'espace virtuel. Puisque le monde n'est pas assez grand, j'ai besoin de créer des mondes virtuels, le monde des jeux vidéo par exemple, dans lesquels je me projette parce qu'au moins, il me semble grand. Je le cite dans Le futurisme de l'instant. La Terre, point d'interrogation, une minuscule planète réduite à rien ou presque par le progrès de nos découvertes. Et un peu plus loin, il écrit dans le même ouvrage, comment dès lors nous étonner de la récente conquête néocoloniale de ce 6e continent, d'un espace virtuel, de substitution à l'espace réel des 5 autres continents. Alors je passe à Rosa, Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe allemand actuel. Il est né en 65, pour vous situer un petit peu. Et donc ce monsieur a écrit un ouvrage important qui s'appelle Accélération, que vous avez amené là, et qui va analyser, Accélération, certains des effets individuels de l'accélération, hein, je reprends cette idée qui est importante, avec un paradoxe de fond que déploie Rosa. Avec toutes ces accélérations, nous qui vivons en moyenne plus de 40 ans de plus qu'à la fin du 19e siècle, nous pourrions avoir le sentiment d'avoir plus de temps, d'avoir du temps. De plus en plus de temps, puisque les choses se font en moins de temps qu'autrefois, voire instantanément. Eh bien, tel n'est pas du tout le sentiment de nos contemporains. C'est étonnant, c'est paradoxal. Parce que ces contemporains ont le sentiment de n'en avoir jamais assez. Ils disent toujours qu'ils sont pris par le temps. Ils ont eux-mêmes, sans doute, rétréci leur temporalité, on essaiera de le voir, parce qu'ils en font davantage. Avoir plus de temps, c'est avoir l'occasion d'en faire toujours plus, remplir ses journées de 24 heures de façon plus dense que jamais, jusqu'à l'accident ou l'épuisement. Alors si ce matin, en vous réveillant, vous avez regardé vos notifications sur le smartphone, vous avez regardé si vous aviez des mails, il y en avait beaucoup à jeter, vous avez regardé un peu où en étaient vos réseaux sociaux, eh bien vous souffrez d'un syndrome qui s'appelle FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, la peur de rater un truc, de rater quelque chose. Et cette peur, cette phobie, elle touche nos contemporains qui ont un rapport différent à la vitesse. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous recevons des informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi, quand j'étais gamine, on regardait le journal de 20 heures avec les grands-parents. Maintenant, je peux regarder le journal à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puisque je vais recevoir des informations. Les informations ne connaissent pas, les réseaux sociaux ne connaissent pas le jour et la nuit déjà, ils ne savent pas ce que c'est. Nous connaissons de moins en moins cette réalité, hein. Si bien qu'il n'y a pas de pause sur Internet. Nous menons en quelque sorte un combat quotidien contre le temps, pour rester efficace au travail, mais pas que, pour avoir une vie riche, dense, intéressante, faire des choses, avoir des loisirs, faire du sport, rester physiquement performant. Est-ce que vous avez fait vos 10 000 pas aujourd'hui? Hein? Est-ce que sur votre montre connectée, vous avez regardé combien de temps vous avez dormi? Vous n'avez pas dormi assez? Je vais vous vendre une pilule qui vous fera bien dormir. Alors cette accélération, elle est très insidieuse. Pourquoi? Parce que l'individu qui va toujours plus vite, il veut rester à la page, et il sent au fond de lui que cette accélération est vaine, qu'il n'arrivera pas à tout faire. Il le sait très bien, il le sent en lui. Mais il continue, avec la peur qu'un relâchement lui soit fatal. Il ne faut pas se relâcher. Et si je me relâche, je suis hors du coup. Je vais me faire devancer par d'autres qui, eux, n'auront pas dormi, sauront ce qui s'est passé cette nuit. Alors, un exemple très simple de l'accélération de nos vies, j'ai pris un exemple tout bête, c'est l'accélération d'un transport, le Paris-Bordeaux, à tout hasard. En 1877, en train, on met 14h02. En 1907, on met 8h21. Dans les années 80, on met 4h40. Et aujourd'hui, on met 2h04 pour aller au Bordeaux.
La vitesse de transport des infos, on est bien d'accord, a été, elle, multipliée par 10 milliards grâce à Internet en un siècle. Ça a forcément des effets sur nos rythmes. Ça peut, Hartmut Rosa, nos institutions. Alors qu'est-ce qu'il appelle institution? Au niveau sociologique, c'est ce qui dure. C'est ce qui me précède, ce qui me survivra, et c'est ce qui me résiste. Par exemple, la famille, l'école, l'État sont des institutions. Ça a vocation à durer, une institution. Et ça apporte de la stabilité et de la régulation dans nos sociétés. On a besoin de savoir qu'il y a des choses qui tiennent bien. Mais précisément, qu'en est-il de notre famille? Autrefois, une famille, elle avait toujours le même nom. Il y avait des cultures familiales qui se transmettaient, des métiers qui se transmettaient de père en fils. Le couple durait toute une vie. Bon, il fallait faire des compromissions terribles, mais il durait toute une vie. Et c'était des cadres qui nous stabilisaient. De nos jours, d'abord, nous ne faisons plus une carrière. Un Américain bien diplômé changera 11 fois de métier dans sa vie. C'est des données sociologiques qui ont été mesurées. Nous allons peut-être divorcer une fois ou deux dans notre vie, peut-être davantage, si nous sommes aventureux. Et nous changerons de nom, nous reviendrons à notre premier nom de jeune fille, voilà, et nous allons modifier des cadres, si bien que ces cadres qui perdent en quelque sorte de leur teneur ont un impact sur notre identité. Dans ce monde où nous changeons de métier, de famille, savons-nous encore qui nous sommes? Quand vous vous présentez, qu'est-ce que vous dites? Votre nom, vous en avez changé. Que vous êtes pacsé, marié, que vous avez des enfants? Mais vous avez déjà eu 3 vies avant. Alors il faudra dire, oui, cet enfant, je l'ai eu avec le premier mari, l'autre avec un tel, etc. Ça devient compliqué de faire le récit de sa vie. Vous avez changé 3 ou 4 fois de métier, là aussi, il n'y a plus d'unité identitaire. Alors précisément, l'identité, qu'est-ce que c'est? Idem a donné le mot identité, en latin, c'est le même. L'identité, c'est le fait de rester le même. Or, dans l'accélération de nos vies, nous ne sommes plus du tout les mêmes. Il est de plus en plus difficile de tisser le fil narratif de notre existence, le lien logique entre notre passé, notre présent, notre avenir est de plus en plus difficile à tisser. Notre identité, dit Hartmut Rosa, s'est précarisée. Nos rythmes de vie ont changé et nous participons à ce changement. Le temps que nous avons de plus en plus, nous le réengageons dans autre chose, immédiatement. Nous dormons moins, il y a des études comme ça qui sont faites sur la perte d'un temps de sommeil. Nous mangeons beaucoup plus vite. On ne se donne plus le temps de se reposer, de retrouver une liberté. Vous vous souvenez de l'esprit des Lumières? Les progrès vont vous libérer. J'ai une machine à laver. Je lave mon linge. Mais je ne porte mes habits qu'une fois ou deux. Nos ancêtres portaient au moins une semaine, parfois même un mois entier, leurs vêtements. Si bien que je suis toujours en train de remplir ma machine à laver le linge. J'ai trop de machines. Alors je les laisse pourrir des fois, j'ai pas le temps de les sortir. Oh mais mince, j'ai oublié d'étendre mon linge. Mais oui, mais une machine tous les 2 ou 3 jours, on devient fou à ce rythme-là. La diction, alors moi qui parle vite, je pense que vous l'avez... Et encore, j'ai fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. La diction entre 1950 et nos jours c'est tellement accéléré qu'on met 2 fois plus de mots dans 1 minute parlée. C'est énorme. Entre ici, Jean Moulin. Là, c'est entre ici, Jean Moulin, et dépêche-toi parce que j'ai un date. Voilà, on n'a plus ce temps de l'éloquence traditionnelle. Donc vous voyez, ça a un impact très fort sur ce que nous sommes. J'ai l'impression, parce que j'écris des mails, que ça va plus vite. Autrefois, j'écrivais 2 lettres manuscrites dans la journée. À tout casser, maintenant j'écris 20 mails, 30 mails dans la journée. Je suis obligée de virer tout ce que je reçois parce que je reçois beaucoup de conneries sur ma boîte. Alors je jette, je prends du temps pour ça. Et tout cela, c'est du temps dont on ne mesure pas qu'il nous prend. On adopte ce que les Anglais appellent le multitasking. Le multitâche, on est multitâche, le cerveau dans des horizons très différents. Nous multiplions le nombre de nos épisodes vécus, comme à la télé lorsqu'on enchaîne des épisodes d'une bonne série. On veut plus de fun, on veut plus d'intensité. On veut vivre toutes les vies.
Et pourquoi? Rosa nous dit, parce que la promesse de la vie éternelle, qui longtemps a occupé les gens qui avaient la foi, eh bien, cette promesse, plus personne n'y croit. Donc nous ne croyons plus à la vie éternelle, nous n'avons plus que celle-là. Autant en profiter à mort. Donc nous allons densifier notre rapport à la vie. Nous voulons toutes les vivre. Mais avec, bien sûr, cette idée qu'on ne pourra pas toutes les vivre. On sait bien qu'on n'y arrivera pas. Et donc ça produit, dit Rosa, un fond de frustration permanent. Alors j'aurais tellement aimé faire ça, et avoir cette vie, et cette autre vie. J'aurais pu faire ça comme métier finalement, et autre chose. La frustration est le propre de nos sociétés désenchantées. Je veux toujours être dans le game, sur le qui-vive, mais je ne peux pas. Je ne peux pas être le premier à avoir le nouvel iPhone, le premier à réagir sur Twitter tout le temps. Je ne peux pas être le premier à relayer une info sur le réseau social. Nous sentons bien que toutes ces vies sont impossibles à vivre, ce qui engendre de la frustration, mais aussi, deuxième effet, de la peur et de l'agressivité. Rosa nous dit, nos sociétés sont agressives parce qu'elles sentent bien, qu'elles se demandent trop, qu'elles exigent trop d'elles-mêmes. Et moi je le sens quand je suis en bagnole, que je deviens agressive. Hein, si ça décarre pas tout de suite quand le feu passe au vert, je râle dans ma bagnole, j'injurie. Bon. Donc on voit bien que ça nous impacte quand même. Pris de vitesse, nous avons peur aussi parce que cette tyrannie de la vitesse fait que nous ne sommes assurés de rien pour l'avenir. Nous ne voyons pas de quoi l'avenir sera fait. Et notre réflexe, parce que nous avons peur de l'avenir, c'est de nous plonger dans une espèce de cocon familial ou cybernétique, avec les casques sur les oreilles. Je me ferme à tout le réel autour de moi, dont j'ai très peur. Rosa dit que nous sommes entrés dans la culture du regard baissé. Nous ne regardons plus les autres. Nous sommes dans notre univers, notre cocon protecteur, notre musique, rien qu'à nous, notre série, rien qu'à nous. Cette culture du regard baissé, elle se manifeste tant que dans le métro parisien aujourd'hui, la signalétique, elle est par terre. Parce que les gens, ils sont sur leur téléphone portable et ils ne regardent plus autour d'eux, ils regardent par terre. L'autre auteur que je voulais mobiliser, toujours pour cet aspect très individuel des effets de la vitesse sur nous, c'est Byung-Chul Han. Donc c'est un penseur d'origine coréenne, mais qui travaille en Allemagne, dans une université en Allemagne, et qui est l'auteur de quelques textes très célèbres, notamment Une société de la fatigue, où il travaille sur le burn-out. Notre société est crevée. On disait que le XXe siècle était déjà fatigué puisqu'on avait des maux de dos, on avait plein de dos. Ouais. Et bien maintenant, nous sommes accélérés encore davantage, si bien que nous sommes une société du burn-out, de la fatigue chronique. Il a écrit un autre ouvrage que je vous ai amené, qui s'intitule « Le désir ou l'enfer de l'identique ». Et je vous ai amené également un texte sur la cybernétique qui s'appelle « Dans la nuée ». Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Il utilise les acquis de Michel Foucault, qui avait travaillé en son temps sur ce qu'il appelle le biopouvoir et des sociétés très modernes. Foucault, en effet, distingue deux types de sociétés. La société qu'il appelle hiérarchique, d'autrefois, qui était une société où les ordres venaient d'en haut, où on disait « tu dois ». Quelqu'un d'en haut me disait « tu dois respecter la loi, tu dois faire tes devoirs, tu dois ». Et cette société, qu'il appelle aussi aristocratique, parce qu'il fallait que les meilleurs donnent des ordres aux moins bons, Aristote, en grec, c'est le meilleur. L'aristocratie, c'est les meilleurs qui dirigent les moins bons. Venait donc à imposer des contraintes de l'extérieur aux êtres humains. Dans le biopouvoir moderne, la société a changé parce que ça n'est plus quelqu'un d'extérieur qui nous dit « tu dois ». C'est nous-mêmes qui nous disons à nous-mêmes « tu peux ». Et Byung-Chul Han a une formule que j'aimerais vous donner, que je trouve très éclairante. Il nous dit « tu peux engendre même plus de contraintes que tu dois ». Pourquoi? Parce que lorsque je me dis « allez, je peux encore faire quelque chose de plus là, ce soir ». Allez, je me motive et je vais faire encore un peu de gym. Allez, je vais faire encore 2000 pas. J'ai pas atteint mes 10 000. Stress. Eh bien, j'ai l'impression que ça vient de moi, cette injonction. Donc, que je suis libre. C'est moi-même qui me donne à moi-même des ordres. Ça ne vient plus
de l'extérieur, donc je le vis bien. Je le vis comme liberté. À part que, dit Byung-Chul Han, commentant donc cette thèse de Foucault, nous sommes devenus le bourreau de nous-mêmes. Il n'y a plus comme autrefois l'exploitant, le patron, le capital, et l'exploité, le prolétaire. Nous sommes et l'exploitant et l'exploité. Yes, you can. Mais oui, tu peux le faire. Allez, te débine pas. Tu as un potentiel. Aujourd'hui, le vocabulaire parle de notre potentiel à faire des choses. Ça n'est pas, vous voyez, un pouvoir répressif. C'est un pouvoir incitatif, plutôt enthousiasmant, plutôt réjouissant. Allez, je peux encore faire ça. L'impératif paradoxal, dit Han, c'est sois libre. Sois libre. Mais regardez, il y a bien une injonction, un impératif. Il faut que tu le sois. Alors on va faire 1000 choses et nous épuiser de nous-mêmes à cette injonction qu'on se donne à soi et que l'État libéral cultive en nous disant « Mais oui, vous avez le pouvoir. Vous pouvez davantage. » On n'a plus besoin d'un patron qui nous le dise, on va soi-même rester plus tard le soir pour travailler encore. Ça produit une société fatiguée, mais qui est complice de son aliénation. Nous ne sommes plus subissant une aliénation qui vient de l'extérieur, nous sommes les auteurs de notre propre aliénation. Et l'expression sur laquelle Han insiste est très belle. Il nous dit, que dit quelqu'un qui est épuisé et dans le burn-out? Il dit, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que, yes you can, oui tu peux, non, là je peux plus. J'ai atteint les limites de mon corps, de mon psychisme. Et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine, qui a justifié que je m'arrête. Hein, j'étais au bord du burn-out, m'a dit mon médecin. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus avancer, plus de désir. Hein, une espèce d'état de dépression, quoi. Alors, j'en arrive à un nouveau paragraphe, qui est l'accident intégral. Est-ce que nous allons vers l'accident intégral? Et là, je reviens à Virilio. Virilio est un penseur de l'accident. Il nous dit qu'à terme, si nous sommes épuisés, nous allons être de plus en plus accidentés. Alors Virilio dit, nous avons inventé le navire, nous avons inventé le naufrage, en même temps. En même temps. Nous avons inventé la voiture, nous avons inventé l'accident, au même moment. Le carambolage. Nous avons inventé le train, mais au même instant, nous avons inventé le déraillement, l'accident d'aiguillage. Nous avons inventé l'avion, très bien. Nous avons inventé le crash. Et le crash, on en sort rarement indemne. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas de petits accidents, ce sont de gros accidents mortels. On a inventé une nouvelle manière de faire de la bourse hyper rapide. On a inventé le krach boursier en même temps. La possibilité du krach boursier. Alors, est-ce que l'accident, c'est nouveau? Est-ce que c'est le propre de notre société contemporaine? Bien sûr que non, des accidents, il y en a toujours eu des accidents. Mais la notion a changé de sens. En effet, l'accident a toujours existé, et au sens littéral, il vient du mot latin accidere, avec 2 C, accident, accidere, qui vient de ad, la préposition a, et cadere, qui veut dire tomber, chuter. Donc, qu'est-ce que c'est l'accident? C'est notre chute. Je suis tombée à terre. Donc, lorsque je tombe de mon cheval pendant la guerre, ou à l'hippodrome, ou par terre en courant, ou que je tombe amoureux aussi, c'est accidentel. On appelle ça un coup de foudre, c'est accidentel. Ça nous fait choir. Or, dans une société comme la nôtre, où les progrès sont essentiellement des progrès de la rapidité, de la vitesse, de l'accélération, eh bien, Virilio nous dit, l'accident est devenu notre horizon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accident n'est plus le fruit du hasard. L'accident n'est plus rare, hasardeux, étonnant, imprévisible. Pas du tout. Il est devenu le prévisible par excellence. C'est un risque inhérent à nos progrès. Lorsque je crée le bateau, je crée le naufrage. L'accident n'est donc plus du tout un inattendu, ce qui survient, ce qui arrive, accidere, mais c'est l'archétype de notre modernité tardive. Il est devenu systémique. Il n'est plus exceptionnel, il est régulier. Et Virilio nous dit, vous prenez une petite pièce avec une face et un pile, eh bien, côté face, vous avez le progrès, côté pile, vous avez l'accident.
c'est l'envers d'une même réalité. L'envers du progrès, c'est l'accident. Donc si l'accident n'est plus imprévisible, il est presque attendu. Il est nécessaire. Et il nous fait entrer souvent, et c'est ça le drame, dans un temps de l'irréversibilité. C'est-à-dire que les accidents que nous fabriquons, nous, au XXe siècle et au XXIe siècle, on n'arrive plus à les corriger. Oh, tu t'es cassé la gueule, allez, un peu de plâtre pendant quelques semaines et tu vas rétablir ton tibia. Mais lorsque Tchernobyl explose, eh bien nous entrons dans un accident qui a des répercussions sur un temps immensément long. Des cancers, de la thyroïde, de l'infertilité, des relations de radiation sur tout l'univers, enfin sur tout notre espace terrestre, qui vont durer des centaines, voire des milliers d'années. On pénètre dans des situations d'irréversibilité. On peut dire que nous sommes encore dans l'événement de Tchernobyl. Cet événement est encore le nôtre. Quand nous conduisons, nous évitons des accidents. Ceux dus à notre vitesse, ceux dus à la vitesse des autres, à notre fatigue. Et nous savons sur l'autoroute qu'il ne suffit pas grand-chose pour être dans le décor. Autrement dit, l'accident est toujours notre horizon. Nous y pensons parce que nous sommes dans des véhicules si rapides que inéluctablement ils les y mènent. C'est quasi permanent, c'est devenu notre quotidien. Lorsque vous êtes marcheur citadin, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous évitez l'accident. Vous faites renverser par une voiture, vous faites renverser par une trottinette électrique, par le vélo électrique, du bobo écolo qui se dit « Oh, moi je prends plus la voiture, mais tu es dangereux toi aussi !» Et le vélo pas électrique l'est tout autant. On ne cesse d'éviter à longueur de journée ces espaces où l'accélération est promue. Dans un espace citadin, moi pauvre piéton, mais je suis à la merci de tout un chacun. Je suis extrêmement vulnérable. Alors on ne peut pas éviter les accidents, dit Virilio. C'est en cela qu'il est pessimiste. Il nous dit ils sont structurels, ils sont systémiques. Il faut s'y attendre. On est comme, dit-il, encapsulé, c'est son expression, dans une existence qui fait de l'accident non pas l'exception, mais la norme. On ne peut plus faire sans. Alors pourquoi il faut le dire? Parce que lorsque vous êtes dans une idéologie du progrès, on vous parle peu de l'accident. On vous dit, le Titanic, insubmersible. Vous pouvez y aller. Pas de bol. Le Titanic, la première chose qui lui arrive, c'est la submersion. Et dans tous les articles de journaux de l'époque, on insiste sur le caractère non accidentel de ce bateau-là. Il ne peut pas connaître l'accident, c'est pas possible. Nous sommes à un tel degré de progrès que nous avons enrayé toute possibilité d'accident. Donc cette philosophie du progrès est pour lui une philosophie du déni. C'est pour ça qu'il parle d'idéologie. On est dans le déni du caractère accidentel de nos sociétés contemporaines. Des accidents, il y en a eu et il y en aura. Il faut accepter cette réalité. Et il nous dit, alors que toutes les violences sont sanctionnées par la loi, eh bien la vitesse, c'est une violence non sanctionnée. Pour toutes les choses qui sont des violences connues, on a des lois qui punissent ces formes de violence. Mais pour la vitesse, il y a zéro contrôle. L'homme va vite et il a de moins en moins la main sur cette vitesse. Alors que peut-il faire? Ça sera l'objet de mon dernier point. Est-ce qu'il y a des solutions? Vous allez être dessus, là. Alors la première solution pour Virilio, c'est quand même de penser la vitesse et de faire ce travail que nous avons fait ensemble ce matin, c'est-à-dire d'en parler et de prendre conscience qu'elle existe, qu'elle a des effets pervers, parce qu'on ne le faisait pas jusqu'à présent. Ça, c'est un premier point. Il faut penser la vitesse par tous les moyens. Il faut penser l'accident par tous les moyens. Déjà, ça aidera beaucoup. Alors je vous l'ai dit, il se fait l'ennemi de la vitesse parce que c'est un ennemi de la destruction par la vitesse. C'est un ami, finalement, non pas de la lenteur, mais de la paix. Ce qu'il veut, c'est la paix. Ce n'est pas la destruction guerrière, c'est la paix. C'est pour cela que n'allez pas chercher, vous ne la trouverez pas, une incitation à la lenteur chez Virilio. Il n'est pas du tout l'incitateur
du slow life, du ralentissement, de la décroissance économique. Pas du tout. Il n'y croit pas une seconde. Il sait que la vitesse, la recherche de vitesse dans une civilisation sont inéluctables. Une civilisation, ça accélère. Il serait, c'est vrai, dit-il, à titre individuel. C'est pas social, c'est individuel. Tentant de décélérer. Si vous êtes en surchauffe, si vous êtes fatigué, si ça va trop vite, vous pouvez très très bien vous dire, bon, bah, allez, c'est bon, je ralentis, je fous rien pendant une semaine. Oui, mais enfin quand même, vous savez très très bien que la deuxième semaine, il va falloir mettre les bouchées doubles pour rattraper votre retard, parce que vous avez cumulé du retard. Donc, vous savez que le pur ralentissement n'est pas envisageable. Alors on va avoir des petites poches de ralentissement, et à titre individuel, c'est tout à fait faisable. Je peux très bien vouloir ralentir à titre individuel. Cette solution, donc, au mieux, est temporelle et personnelle. Au mieux. Mais elle ne va en rien enrayer le mouvement social d'accélération globale. Elle ne fera rien freiner. Il ne s'agit pas, donc vous le voyez pour Virilio, d'inciter à un monde où l'accident n'aurait plus lieu d'être parce qu'on ne prendrait plus les voitures. Bah oui, tu prends plus ta voiture, tu prends ton vélo, mais avec ton vélo, il y a des accidents aussi dans la ville. Avec ta trottinette aussi, il y a des accidents dans la ville. Retourner au mode du marcheur. Alors oui, tentez le coup. Et puis socialement, vous serez largué, vous le savez très bien. Vous ne pourrez pas faire ça. Donc, le monde lent est un monde improbable, c'est peut-être un vœu pieux, un fantasme social, dit-il, qui ne peut trouver qu'une réalisation individuelle. Alors vous pouvez partir, je ne sais pas, faire de la permaculture sur le Larzac. Ça n'engage que vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez, à titre individuel, vous dire, allez, j'arrête, et là, pendant une semaine, je ne fais que marcher, bien sûr. Mais vous savez très bien qu'au niveau professionnel, il va se passer des choses sans vous. Alors, si vous êtes à la retraite, allez-y, profitez, mais si vous n'y êtes pas, vous ne pourrez pas ralentir, c'est pas possible. Donc, plus qu'un ralentissement, il faut, dit-il, penser la vitesse. Penser l'accident, penser l'accélération. Ça pourrait nous aider, dit-il, à inventer une écologie grise. Alors ce concept est assez étonnant, j'ai eu du mal à le comprendre, je vous avoue que je n'ai pas fait du tout le tour de cette question de l'écologie grise. Il veut une écologie qui ne soit pas verte, alors pourquoi l'appelle-t-il grise? Il fait allusion sans doute à une expérience que faisait Newton. Vous connaissez le prisme des couleurs chez Newton, il était souvent représenté sur un disque, et si vous mettez ce disque sur un axe et que vous le faites tourner très très vite, le disque de toutes les couleurs forme du gris. Qu'est-ce que c'est le gris? C'est toutes les couleurs en accéléré. Et donc, il parle de cette écologie grise qui ne travaillerait pas à une économie de ressources, ce que veut l'écologie verte, une économie de ressources, mais à une économie de temps. C'est le rapport au temps qui l'engage. Il nous dit qu'il faudrait qu'on puisse travailler à réparer parfois nos repères temporels. Il croit beaucoup dans les institutions. Rétablir un pouvoir institutionnel aux écoles, par exemple, à l'État. Il pense qu'on peut fabriquer, par exemple, un ministère du temps. Il avait ce projet de créer un ministère du temps. Alors c'était un ministère très très large, parce que ce ministère travaillait autant, d'après lui, sur le temps qu'il fait, c'est-à-dire la météorologie, et l'étude du climat, qui en effet est engagé dans toutes nos actions, que du temps passé. Et là, ça serait plutôt une espèce de ministère de la mémoire, hein, des travaux de commémoration, travaux d'historiens, que du temps dont on a besoin pour agir, hein, le temps pour faire les choses, et là, ce serait un travail d'anticipation, de prospective, de réflexion lente, puisqu'on en a besoin. Alors, il y aurait un ministère qui ferait ce travail de réfléchir lentement sur les enjeux, et cela se fait. Il existe des textes de prospective qui nous disent voilà ce que pourrait être le monde avec tel scénario possible, et on multiplie quelques scénarios pour voir un peu vers où ça tend. Et ce travail de prospective, il pourrait être plus systématique dans les sociétés, parce qu'il est utile, il est un vrai temps de réflexion des enjeux. Ce ministère, qu'est-ce qu'il ferait au fond? Il produirait une pensée d'un impensé. Nous ne pensons plus les effets, nous ne pensons pas les effets de l'accélération, il faut donc un lieu où cela puisse se penser. Je vous le cite, c'est dans Le Grand Accélérateur, il écrit ceci:
à la grande illusion d'un futur musée de l'histoire. Alors il était très contre l'idée d'un musée d'identité nationale, pour lui c'est complètement à l'ouest. Bon. Il conviendrait plutôt, dit-il, de substituer demain un ministère du temps, un grand ministère de la relativité du temps qu'il fait, du temps qui passe si vite désormais, et du temps qu'il faut pour agir consciemment et pas seulement réagir à des machines de télécommunication. Donc, agir plutôt que réagir, prendre du temps. Alors c'est vrai que l'homme n'est plus du tout la mesure de toute chose. Ce sont les machines maintenant qui sont la mesure des choses. Il y a écrasement des dimensions, on l'a dit tout à l'heure, il y a désynchronisation. Alors il nous dit aussi qu'à titre social, est-ce qu'on ne pourrait pas regagner en mesure ce qu'on a perdu en démesure? Donc là on a presque une philosophie un peu morale, hein, un peu aristotélicienne, retour à la mesure. Il cite Héraclite. Héraclite disait: il faut éteindre la démesure plutôt que des incendies. Et c'est difficile d'éteindre Fukushima, c'est difficile d'éteindre Tchernobyl. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire vainement, en coffrant le réacteur. En revanche, personne n'a vraiment le souhait d'éviter en amont ces éléments de démesure et de précéder, dans une espèce de principe éthique de précaution, ce qu'on pourrait faire. Alors par exemple, une action qui m'a vraiment interpellée, c'est que vous savez, dans les accélérateurs de particules, il est possible aujourd'hui de fabriquer quelque chose qui ressemble à un trou noir. Et il y a un très important accélérateur de particules en Suisse, et lorsque le projet a été mené de fabriquer artificiellement un trou noir, Virilio dans la presse s'est excité, littéralement, en disant: mais est-ce que vous voulez fabriquer vraiment cela? Est-ce qu'on a intérêt à fabriquer cela? Est-ce qu'on ne va pas fabriquer un irrémédiablement négatif, comme Tchernobyl est un irrémédiablement négatif? Faites attention, vous pourriez ne pas le faire. Vous pourriez éviter ça. L'éthicien Hans Habermas, moi j'aime beaucoup l'école de Francfort, donc on voit un Trozac, c'est quelqu'un qui vous dit: vous pouvez manipuler le codage génétique, vous pouvez fabriquer un enfant avec des yeux bleus, des cheveux blonds, etc. Vous pouvez faire ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas, par des moratoires éthiques, freiner ce possible? Alors c'est vrai, on peut le faire, mais faut-il le faire? Il faut s'interroger. Nous savons le faire, de fait. Nous pouvons faire ce travail-là. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de détruire l'humanité à cloner des êtres ou à les fabriquer selon nos désirs? Moi, je l'ai voulu avec des yeux bleus longs. Oui, laissons à la naissance son indétermination première. Autre proposition, réintroduire du rythme, dit Virilio. Réintroduire du rythme. Alors ça m'a intéressé. C'est pas la lenteur, parce que dans le rythme, il y a de l'accélération, et puis il y a des ralentissements. Il s'intéresse aux sociétés d'autrefois qui étaient très rythmées. Dans une société rythmée, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un cycle des saisons. Aujourd'hui, on ne mange plus de fruits de saison. Enfin, ça commence à revenir, heureusement. On commence à avoir cet intérêt nouveau pour manger de saison. Mais l'industrie agroalimentaire nous a appris à ne plus considérer les saisons. Il y avait l'alternance du jour et de la nuit. Elle était importante dans les sociétés qui se levaient avec le chant du coq. Mais pour nous, tout ça a disparu. Nous ne savons plus quelle est la nuit. On fait travailler de nuit, par exemple, beaucoup de gens. Il y avait des rites religieux qui avaient un impact sur l'organisation de notre semaine, puisqu'il y avait des jours chômés, comme le dimanche, par exemple. Ça produisait un ralentissement salutaire. Aujourd'hui, on incite les gens à travailler le dimanche. Il y avait le carnaval, plus personne ne fait ça. Du carême, plus personne ne fait ça. Autrement dit, il y avait des moments off. Il y avait des moments d'accélération. Et lorsqu'il analyse, par exemple, la vie monacale, le monachisme, il dit que c'était une vie qui était extrêmement rythmée. À telle heure, on faisait un truc. C'est le livre des heures. À telle heure, telle tâche. Donc ça n'engage pas un ralentissement, vous le voyez, puisqu'il nous dit qu'il n'y avait pas plus actifs et travailleurs que ces moines. Ils travaillaient tout le temps. Mais ils avaient des temps de prière, de méditation. Ils savaient alterner des moments rythmiques. Nous ne savons plus. Nous n'avons plus le sens du rythme. Alors nous pourrions, dit-il, être plus musicaux. La musicalité l'inspire, tout comme la danse d'ailleurs. La rythmique, c'est l'alternance de temps, c'est ce qui fabrique la musique. C'est une gestion des flux sonores. Nous pourrions, nous aussi, rendre sa durée à 1 minute, à 1 seconde, à un beat. On s'énerve que l'ordinateur rame. Arrêtons, écoutons un peu de musique, ça ira mieux après.
On râle si le conducteur du feu n'est pas passé au vert. Respire, reprends ta respiration. Curieuse cette société qui doit réapprendre à respirer en faisant du yoga. A-t-on besoin du yoga pour réapprendre à respirer? Écoutons notre corps. Notre corps est surchargé, fatigué. Laissons-le rétablir ses rythmes propres, réapprendre le sommeil la nuit. Vous voyez ce pouvoir du rythme, qui n'est pas du tout un pouvoir de pure décélération, ce à quoi il le croit. Il le trouve notamment chez Wagner. Et il analyse le Tristan. Et il évoque une phrase que Wagner avait dite à Mavilda, sa maîtresse. Mavilda, elle était face à Tristan et elle regardait l'opéra, elle regardait ce qu'il y avait sur scène. Il lui a dit, ne regarde pas tant, écoute. Ne regarde pas tant. Et en effet, qu'est-ce que reproche Virilio au regard? Le regard, c'est l'instantané. Je reçois une image, je suis passif et dans l'instant, je reçois l'image. Alors que si j'écoute une musique, cette musique, elle se déploie dans le temps. Et donc il dit, arrête de regarder mon spectacle, écoute-le, réinscris-toi dans le temps. Virilio trouve dans cette phrase de Wagner une leçon de vie. Il faut se réinscrire dans le rythme d'une marche, d'une danse, d'un moment musical. Vivre dans son corps, on voit qu'il est très phénoménologue ici, inspiré par Husserl, par Merleau-Ponty, le rapport au corps, le revécu dans le corps. En tant qu'architecte, par exemple, il ne fait pas d'escalier, Virilio. Il fait des pentes douces. Il veut sentir le temps de la marche dans sa lenteur. Donc on a des espèces de montées comme ça, alors très en avance sur son temps, puisque maintenant on fait ce genre de choses pour les personnes en situation de handicap. Voilà, on crée ces espaces tout en transition. Petite conclusion. Peu de solutions chez Virilio, vous le voyez. Peut-être davantage chez Rosa, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Nous qui allons vite vivons dans un monde étroit. Nous vivons un cloisonnement, un confinement peut-être, à ce niveau aussi. On l'a vu, la Terre est de plus en plus petite pour nos désirs, pour nos ambitions, pour nos envies. Le confinement, cependant, on l'a bien ressenti il y a un an, permet de donner une autre consistance au temps. Alors, la solution que je propose, c'est confinons-nous à nouveau de temps en temps, puisqu'il est impossible de vouloir introduire des confinements à rythme régulier. Bien sûr que j'ironise, parce que si on était toujours confinés, ce serait la chute de notre organisation sociale. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert des confinements économiquement, qui ont à peine survécu pendant ce confinement, parce qu'ils ne pouvaient pas aller travailler dans leur restaurant, par exemple. Bien sûr qu'on ne peut pas cyniquement inciter à ce confinement. Et la croissance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une croissance statique, c'est une croissance dynamique. Si on n'accélère pas, si on ne maintient pas le mouvement, on chute. C'est comme si à vélo, on arrêtait de pédaler. Tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc on sait que la croissance présuppose qu'on soit toujours dans le mouvement. Cependant, on pourrait regarder peut-être parfois le monde comme une prison, comme un lieu où nous sommes enclos. Et ça ralentirait peut-être notre rapport au temps. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'1 minute d'un film qui est passé sur France 2 la semaine dernière et qui s'appelle Le bruit des trousseaux. C'est un film de Philippe Claudel qui parle d'un jeune homme qui donne des cours de français en prison. Et à un moment donné, le professeur demande à ses élèves, qui sont donc des gens emprisonnés, hein, « C'est quoi pour vous le temps ?» Et voici ce qu'ils répondent.
Là, le temps prend toute sa texture dans un espace clos de notre société.